complexe, c'est-à-dire la relation de l'Amérique avec le monde arabo-musulman. Dans le cas de Trump, si vous laissez la pierre manquante, c'est qu'il n'y a pas cet effort conceptuel. On va plutôt vers des choses simples et s'appuyer sur des alliés qui sont assez fragilisés au plan intérieur. L'Arabie Saoudite, qui est un défi intérieur très important, qui est en guerre contre le Yémen, et l'inextricable politique israélienne et la question de la colonisation avec la Palestine. Alors s'appuyer sur ces deux alliés-là, pour combien de temps? C'est un gain peut-être à court terme où il endosse les habits d'un commandant en chef et offre une stratégie, un axe clair. Mais si l'axe clair est défaillant, ça n'est pas complet. On voit bien que du point de vue européen, pour répondre à votre question, il y aura, j'imagine, une vision, une confrontation qui sera beaucoup plus nuancée, si je puis dire. Et l'Europe a un rôle à jouer notamment pour, comment dirais-je, essayer de concilier les contradictions qu'il y a au Moyen-Orient entre les puissances chiites d'un côté, Iran a commencé, et puis les puissances sunnites arabes, donc commencé par l'Arabie Saoudite. Cet exercice-là, il n'a pas été fait encore, et je pense que les discussions autour du G7 d'un côté et de l'OTAN de l'autre permettront sans doute d'échanger un peu plus sur ces deux visions qui se confrontent. Vous avez vu aussi à l'instant, l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas de position commune sur la Russie, dit Donald Tusk, le président du Conseil européen. Alors ça, c'est vrai aussi, mais ça va mieux en le disant, quelque part. On va voir la rencontre, évidemment, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui aura lieu donc à Versailles lundi, va être très importante, parce qu'elle va instaurer aussi une nouvelle, à la fois un rapport de force, mais aussi un nouveau type de relation. On sait à quel point, pendant la campagne française, pendant la campagne présidentielle française, Emmanuel Macron a été très vif contre la Russie. Maintenant qu'il est en position, qu'il est de président de la République, évidemment, ça va être un discours beaucoup plus atténué. Et puis, il va falloir aussi trouver des façons de travailler ensemble, notamment dans la lutte contre les terroristes. Et là-dessus, il y a forcément des points communs. Il faut savoir que quand même la Russie a été victime de plusieurs attentats à Saint-Pétersbourg, à Moscou. La Russie craint beaucoup, de la même façon qu'en Europe, la Russie craint le retour de djihadistes. Il y a eu, rien qu'en Russie, à peu près, on évalue à peu près à 3000 le nombre de djihadistes russes partis et qui peuvent rentrer. Et si vous incluez après tous les djihadistes qui viennent des anciennes républiques soviétiques, là vous arrivez à plusieurs milliers. Donc c'est un vrai sujet d'inquiétude et au fond c'est un sujet commun, de réflexion commune avec les pays occidentaux. Maintenant, sur la façon de faire, on voit bien que la Russie, qui soutient depuis le début Bachar al-Assad, qui a initié un processus de paix, je dirais, en parallèle de ce qui est mené à Genève, à Astana, au Kazakhstan, depuis le début janvier, on voit bien que la Russie, là-dessus, a une stratégie qui n'est pas celle de l'Europe. Et l'Europe, comme d'ailleurs les États-Unis, qui avaient été quasiment mis sur un strapontin depuis plusieurs mois. Et l'idée aujourd'hui, peut-être là il peut y avoir un point commun entre l'Europe et les États-Unis, c'est de pouvoir revenir et de peser dans les discussions. On voit bien que cette guerre qui est en train de... On ne sait pas si on est encore dans une phase de finale, mais elle se poursuit, cette guerre sur le terrain, et il va falloir préparer. On en parle depuis maintenant pratiquement 6 ans, mais l'après-État islamique, peut-être l'après-Assad, qu'est-ce que va devenir la Syrie? Donc c'est toutes ces questions de gouvernance sur la Syrie qui se posent aujourd'hui. Et donc c'est quasiment, je vais dire, une sorte de Yalta qu'il faut faire aujourd'hui, sur lequel il faut penser, sur lequel il faut instaurer des rapports de force. C'est le début de ce Yalta, là, ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui? C'est des discussions très importantes. On voit avec on sent que tout est en train de changer, là. Je pense que cette semaine, ce qu'on voit quand même, c'est cette confrontation entre, d'un côté, ces images terribles. On a vu cette minute de silence à Manchester et on voit bien cette immense demande de la part des opinions publiques face à un terrorisme aveugle qui continue à tuer, et cette demande faite auprès des responsables politiques qui se réunissent aujourd'hui. Et vous voyez ce choc, la responsabilité qui incombe à ces présidents, à ces dirigeants, où on leur demande essayez de trouver des solutions, faites en sorte que ça s'arrête, ces bombes ici à Londres, à Paris, à Berlin ou ailleurs. Enfin, juste une chose, par contre, c'est de voir l'écart qu'il y a entre ce qu'on pense être la vision de Trump, qui est rarement abouti quand même, maintenant au bout de 100 jours on a un peu l'habitude, et le fait qu'il y a des positions politiques au Congrès, notamment au Sénat, puisque la politique étrangère se décide aussi au Sénat, très anti-russe tout de même. Donc c'est pas aussi simple. Je veux dire que la position américaine, c'est pas un monolithe où il faudrait se rapprocher de la Russie, parce que comme l'a dit Rocco tout à l'heure, la priorité stratégique, c'est le terrorisme. C'est pas aussi simple que ça. Et nous avons aussi d'autres... Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je voulais quand même souligner que il y a eu cette attaque menée par les Américains le 6 avril,
ce bombardement et qui montre quand même que si Trump est prêt à faire la guerre contre les forces syriennes, syriennes, les Tomahawks d'un coup, c'est-à-dire que si Donald Trump est prêt à faire la guerre aux terroristes, il veut aussi montrer aux Russes, et ça revient notamment aux Russes en particulier, c'est-à-dire les soutiens de Bachar el-Assad et à l'Iran, il veut leur montrer qu'il entend que l'alliance qu'il est prêt à faire éventuellement pour lutter contre les terroristes a des limites. Pas n'importe quel prix. Comment ? Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. C'est sans doute le message qui a été donné le 6 avril lors de son bombardement. Avant de vous donner la parole, Yves Roucault, on va faire un petit détour par l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, retrouver Marie Chantret. Marie, dans un peu moins d'une demi-heure, Donald Trump et Emmanuel Macron devraient s'y retrouver pour un premier déjeuner de travail. Un déjeuner finalement aux allures de test et une poignée de main qui restera gravée pour ces deux nouveaux présidents. 39 ans pour le président français, presque 71 pour le président américain. Un déjeuner à l'ambassade des États-Unis assis à Bruxelles sous très haute sécurité. Une capitale belge quadrillée par les forces de l'ordre. Et vous le voyez, l'ambassade américaine est environ à une centaine de mètres. On ne peut pas approcher plus près. Vous le voyez, les voitures de police et les cars de la police belge et des forces de l'ordre nous bloquent l'accès avec des hélicoptères qui régulièrement traversent le ciel bruxellois ici à midi. Et les échanges entre les deux nouveaux présidents justement s'annoncent quelque peu savoureux entre un Emmanuel Macron, président français aussi libéral et favorable aux échanges mondialisés, qu'un Donald Trump, président américain et protectionniste. Un Emmanuel Macron sous contrôle permanent qui contrôle particulièrement sa communication. Et là, un président américain très imprévisible et qui régulièrement se lâche entre guillemets sur les réseaux sociaux. Plusieurs sujets au menu de ce déjeuner, des sujets plus sensibles les uns que les autres, notamment l'accord de Paris sur le climat et un Donald Trump très climato-sceptique, mais également le rôle de l'OTAN. Donald Trump très favorable à ce qu'il rentre dans la coalition et d'ailleurs ça a été acté hier, la coalition anti-Daesh. Des sujets de convergence, là on parle de coopération anti-terroriste. Un déjeuner qui doit durer environ 1h15. Sans interprète, car on le sait, Emmanuel Macron en a fait de longues fois la démonstration. Il parle parfaitement anglais. Un déjeuner sans leurs épouses également, car Brigitte Macron, on a appris tout à l'heure, déjeunera avec la compagne du Premier ministre belge Charles Michel. Merci beaucoup Marie. Évidemment, on vous retrouve en direct dès que l'arrivée du président français est signalée. D'ailleurs, où est Emmanuel Macron en ce moment ? On ne sait pas trop, parce qu'il rencontre normalement, si on suit le programme, le président turc membre de l'OTAN et qui vient à ce sommet de l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan, mais dans un lieu neutre, nous dit-on. Donc c'est le plus grand secret. Pas d'image entre les deux hommes, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, le Turc et le Français ? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire ? Eh bien justement, je crois qu'on est au centre du débat actuel, international. Ils peuvent se parler de stratégie. C'est-à-dire que très concrètement, on sait que les Turcs sont membres de l'OTAN. D'un autre côté, on sait qu'ils sont engagés eux-mêmes dans une lutte contre des islamistes. Je n'ai pas dit les islamistes, mais des islamistes. On sait qu'ils ont un gros problème avec les Kurdes, qui sont soutenus par les États-Unis dans cette lutte toujours contre les islamistes. Et donc, il y a une sorte de cafouillage à l'intérieur de l'OTAN. Et je pense que peut-être c'est intéressant pour Macron d'essayer d'y voir un peu clair. J'insiste sur un point. La question de Daesh n'est pas la question du terrorisme. Daesh, ce n'est qu'un groupe. On l'a vu aux Philippines encore hier. Avec la prise de pouvoir dans une cité avec probablement des centaines, en tout cas des nombreux morts. On l'a vu avec ce que fait Al-Qaïda en Afrique du Nord. Il faut bien comprendre que le terrorisme ne se réduit pas à Daesh. Et ça, c'est vraiment une question très importante que Manchester, d'ailleurs, à mon avis, révèle une nouvelle fois. C'est pour ça que quand Trump dit « moi, j'ai une stratégie claire », il faut le croire. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, bien sûr, en grande partie avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais je veux dire, sur un détail quand même. Je ne suis pas d'accord que Trump soit imprévisible. Trump est parfaitement prévisible. Moi, je suis déjà venu ici sur votre antenne pour dire à peu près ce qui allait se passer aujourd'hui. Je veux dire, simplement, effectivement, quand Obama dit, on reprend ce que vous disiez tout à l'heure avec juste raison, quand Obama dit il y a une ligne rouge, s'il y a des interventions chimiques du régime, nous allons intervenir. La ligne rouge avait été franchie
Obama n'a rien fait. C'était en août 2013. Trump dit, il y a une ligne rouge. Elle est franchie, il intervient. Il est totalement prévisible sur l'histoire de ce qui va se passer. On va pas parler tout à l'heure de l'environnement, mais sur l'histoire, par exemple, de ce qui se passe vis-à-vis du monde musulman. Vous disiez tout à l'heure, l'Iran, mais c'est parfaitement prévisible. Qu'est-ce qu'a dit Trump? Il a dit une chose claire. Il a dit les États-Unis ont en perspective la lutte contre l'islamisme. Pourquoi? Parce que c'est une question de puissance. C'est tout. C'est une question de puissance. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que Trump, contrairement à ce qu'on croit en France, où malheureusement on lit trop, à mon avis, le Washington Post et on écoute un peu trop CNN, Trump, il est entouré de personnages comme Dereliction of Duty, le fameux livre qui avait été écrit par McMaster, comme ses écrits, ses travaux et ses réflexions de Matisse, du général Matisse. Il est entouré d'une bande de types qui savent parfaitement où ils vont. Les conservateurs. Mais faucons, oui, mais il y a différents types de faucons. Ouais. Là, on l'avait vu avec Bush, ça déjà. Ouais, mais justement, là, c'est très important de savoir. C'est le grand courant qu'on appelle le courant jacksonien, qui nous vient en fait de George Washington, parce qu'on confond tout avec Trump. On dit il est protectionniste. Ça dépend de l'intérêt de l'Amérique. Il est. Selon les cas, on dit il est neutraliste. Ça dépend de l'intérêt de l'Amérique. Ça veut dire qu'on a mal interprété pendant la campagne son discours. On n'a rien compris parce qu'on n'a pas pris au sérieux ce qu'il disait. Quand il a dit America First, Washington, par exemple, c'est le premier décret de l'histoire américaine, George Washington, le premier décret, c'est la neutralité par rapport à la France, au conflit France-Angleterre. Il y a Hamilton qui est pour l'intervention du côté anglais, il y a Jefferson qui est pour l'intervention du côté français, et qu'est-ce que dit Washington? Neutral. Mais le même Washington, il va attaquer les troupes françaises dans l'Ohio pour prendre l'Ohio. C'est lui qui est à la tête des troupes américaines pour envoyer les Anglais hors du territoire. On va pas revenir sur Washington. Mais par exemple, Trump, c'est pareil. Mettre un tout petit bémol. Un mot d'Éric Scholl. Il y a certainement une logique chez lui. Maintenant, il y a aussi c'est America First. Il y a certainement des choses qui sont dites. Mais il n'a pas varié d'un iota. Après, ce qui varie après, c'est America First, c'est du pragmatisme, de la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il va vers l'Arabie Saoudite? Laissez-le finir aussi, parce que sinon on ne va pas y arriver. Merci. Et entre les deux, je vous dis que l'Union européenne et les USA vont accroître leur coopération, dit Juncker, commerciale. Voilà. Non, il y a du flou chez Donald Trump et il y a de l'imprévisibilité. Et elle vient du fait, il y a certainement une logique, mais cette imprévisibilité, enfin, ce qui peut paraître une imprévisibilité, vient du flou entre ses propos de campagne. Rappelez-vous juste, quand il traite les Belges de trou, quand il dit que Bruxelles c'est un trou à rats, quand il explique que l'OTAN est obsolète, images, c'est des choses qu'il a dites et on pensé. Ça ne fait pas une politique, mais c'est des propos qu'il a Éric Scholl, pendant que vous parlez, Emmanuel Macron et le président turc Erdogan, je vous disais qu'il n'y a pas de caméra, on ignore où ça se trouve pour l'instant, mais ici il y a une caméra, donc les deux présidents rencontrent en tête-à-tête. Il y a aussi un point qui est très important pour le président français, c'est le sort du photographe Mathias Depardon, qui est en grève de la faim parce qu'il a été emprisonné par les Turcs. Et évidemment, de ça, Macron va parler à son interlocuteur. C'est Reporters sans frontières qui mène le dossier. On est tous, nous, journalistes, attentifs à ça. D'autant plus que je le signale, je suis président de Reporters sans frontières, donc on suit ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Et ça pose évidemment cette question de la Turquie, membre de l'OTAN, Turquie, élément essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Sur Mathias Depardon, où est-ce qu'il en est? On attend de voir. Je sais qu'on doit demander. Il est toujours emprisonné dans le nord de la Turquie. Exactement. Donc on essaye, les messages, on essaye de tenter de faire passer des messages auprès des Turcs. Espionnage, voilà, mais c'est pas depuis maintenant la tentative de coup d'État de juillet l'été dernier, la presse turque, toute la presse a été complètement muselée. Donc c'est toute cette difficulté qu'on a aujourd'hui en Turquie, c'est qu'à la fois membre de l'OTAN, mais normalement l'OTAN c'est quand même des démocraties. On voit bien qu'aujourd'hui la démocratie est mise à mal en Turquie depuis maintenant plusieurs mois, voire 2 ans par le régime d'Erdogan, et en même temps c'est un élément essentiel, absolument essentiel pour le renseignement. Dans la lutte évidemment qui se joue aujourd'hui en Syrie et en Irak, et ça évidemment aussi sur le sujet des réfugiés. Vous vous rappelez de cet accord qui avait été signé avec Angela Merkel. Donc c'est un acteur clé avec lequel il y a une nécessité de s'entendre et en même temps de rappeler quand même qu'il y a des choses qui sont plus admissibles du point de vue de la démocratie, que ça soit sur la liberté de la presse, que ça soit aussi, mais bien plus largement, sur la société civile. Et évidemment, aujourd'hui joue de tout ça sur l'air. Laissez-moi tranquille, gérer mon pays.
pays si vous voulez que je vous aide. Vous avez vu comment ça s'est passé au moment de la campagne électorale turque, à la fois aux Pays-Bas, en Allemagne, les relations extrêmement compliquées entre l'Union européenne et la Turquie. Non, c'est un acteur, en plus on a vu les changements de pas, les changements de direction de la part de la Turquie, qui s'est rapproché tout d'un coup de la Russie, qui d'ailleurs fait partie de ce processus, j'en parlais tout à l'heure, d'Astana, c'est-à-dire un processus de paix lancé par la Russie, par les Russes, par l'Iran, mais aussi avec la Turquie. La Turquie a une sorte d'ambiguïté depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, mais en même temps, on sait qu'on doit nécessairement travailler avec eux, en particulier d'ailleurs dans le domaine du renseignement. Parce que quand on regarde la plupart du temps les parcours de ces djihadistes, lorsqu'ils rentrent, ils passent généralement par la Turquie. Donc on a intérêt quand même à avoir le maximum de relations avec les renseignements turcs. Et j'imagine que c'est ces sujets qui sont abordés en ce moment par Emmanuel Macron avec le président turc. Justement, Yves Roucaute, quelles sont les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron face au président turc, dont les pouvoirs ont été renforcés avec cette nouvelle constitution? Il n'y a pas beaucoup, parce qu'en vérité, justement, on le voit bien, et vous avez tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous, on voit bien qu'on a un gros problème. Le premier gros problème, c'est que l'Union européenne ne parle pas d'une voix seule, d'une voix unique. Et ça, c'est un vrai gros problème. Par rapport aux États-Unis, il n'y a pas de voie unique. C'est quelque part, si vous voulez, la Pologne, par exemple, les Pays-Bas sont très très proches des États-Unis. Le Royaume-Uni, on le savait bien entendu. À l'inverse, vous avez des États comme l'Italie ou l'Espagne, et la France, bien sûr, qui sont un peu plus retirés. Bref, vous avez eu un panel. Et par rapport à la Turquie, c'est le même problème. Vous avez Merkel, comme vous le soulignez, qui a fait quand même un coup de force, en réalité, en Europe, en allant donner ses services, en proposant à Erdogan un contrat, en quelque sorte, tacite, implicite. Vous protégez nos frontières, en contrepartie, on vous donne de l'argent et on vous aide. Et puis de l'autre côté, on voit bien que la France n'était pas sur cette position-là, le Royaume-Uni non plus. Donc si vous voulez... Enfin, on a quand même accueilli le ministre turc des Affaires étrangères non, mais pendant la campagne, simplement, contrairement aux Néerlandais, par exemple. Il y a ce que je veux dire, c'est qu'il y a une plus grande confusion qu'on ne croit. Et alors le problème de Macron, moi je crois que d'ailleurs, je reviens sur cette idée qui me paraît centrale, c'est que Macron, quelqu'un d'extrêmement intelligent, il sait cela, il a parfaitement perçu cette absence d'unité réelle de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'il pense faire une politique de défense européenne et la construire. C'est quelque chose à construire, c'est pas quelque chose qui est derrière nous. L'échec de la CED sous la 4e République, l'alliance des communistes et des gaullistes qui ont finalement fait exploser le projet d'une défense européenne. Tout le monde s'est cassé les dents là-dessus. Non, mais oui, mais bien sûr. Depuis cet échec-là, on n'a jamais vraiment réussi à trouver la solution, même si la politique de sécurité commune qui est mise en place aujourd'hui a permis de développer des procédures, notamment au niveau du renseignement. On pourrait raconter le système Oukaz, où très concrètement, les Néerlandais, les Italiens, les Autrichiens, etc., jouent contre nous en donnant des renseignements aux États-Unis, notamment à la NSA, et qui permettent de contrôler nos informations. Je veux dire, il y a une confusion générale. Il faudrait qu'on mette tout ça à plat. Si effectivement c'est la lutte contre le terrorisme qui est la lutte principale, très concrètement, il faut que le renseignement européen existe vraiment. Restez avec nous sur LCI. On vous fait vivre cette séquence diplomatique, les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale, avec un rappel des images fortes de la journée. D'abord, cette minute de silence à Manchester en hommage aux victimes.